Bonjour, dans cette séance, on va s'intéresser à l'exploration de l'équilibre hydrominéral. On va étudier les mouvements de l'eau et des sels minéraux, donc surtout le sodium, le potassium. Donc d'abord, on va commencer par présenter la teneur en eau et en sels minéraux dans l'organisme. Donc la teneur en eau dans l'organisme dépend de plusieurs conditions physiologiques et pathologiques. D'abord, l'eau représente le constituant le plus abondant de l'organisme. Donc, chez un homme adulte en conditions normales, il représente à peu près 60% de son poids corporel. Donc, par exemple, chez un homme de 70 kg, on va trouver à peu près 42 litres d'eau. Donc, la teneur en eau chez les adultes dépend de l'âge et du sexe. Donc, chez la femme, par exemple, on va trouver une teneur en eau nettement inférieure à celle de l'homme, à peu près 55%. Et c'est dû à quoi? C'est dû au pourcentage de masse grasse qui est plus élevé chez la femme par rapport à l'homme. La masse grasse étant pauvre en eau, et donc plus le corps possède une quantité importante de masse grasse et plus il y a une petite quantité, donc une quantité moindre d'eau. Donc la quantité d'eau dépend aussi de l'âge. Donc elle augmente, donc la quantité la plus importante se trouve chez les nourrissons et les enfants. Puis cette quantité d'eau diminue progressivement avec l'âge, avec l'expansion du tissu fibreux. Donc on va trouver la quantité la moins importante d'eau chez les sujets âgés. On va trouver une teneur à peu près inférieure à 60%. Donc, de même, la teneur en eau dépend de l'indice de masse corporelle. Donc, chez les obèses, on va trouver naturellement une quantité inférieure d'eau. Puisque chez les obèses, ils ont une masse grasse plus importante. Enfin, donc, la masse grasse dépend aussi des organes. Par exemple, les tissus mous, les muscles, par exemple, et les organes, les abats, contiennent une quantité plus importante d'eau que l'os, par exemple, qui contient la quantité la moins importante en eau. Donc, les sels minéraux sont représentés essentiellement de sodium, de chlorure et de potassium. Le sodium et le chlorure représentent à peu près 0,08% du poids corporel. La quantité de potassium est un peu plus élevée, donc elle représente à peu près 0,2% du poids corporel. Alors, pourquoi cette différence? Puisque le potassium, c'est l'élément intracellulaire, alors que le sodium et le chlorure sont des éléments extracellulaires. Donc, naturellement, on va trouver une quantité beaucoup plus importante de potassium. C'est un peu plus que le double que le sodium et les chlorures. Donc, maintenant, on va voir les besoins en eau et en sels minéraux, les besoins journaliers en eau et en sels minéraux. Donc, les besoins journaliers en eau varient également en fonction du sexe et en fonction de l'âge. Donc, beaucoup plus en fonction de l'âge. Donc, chez l'adulte normal, la quantité d'eau ou le besoin d'eau journalier est de l'ordre de 2 litres par 24 heures. Donc, plus précisément, à peu près 30 millilitres par kilogramme. Les besoins en eau sont beaucoup plus importants chez les enfants, chez les nourrissons. Par exemple, chez un nouveau-né, le besoin journalier en eau est de l'ordre de 180 millilitres par kilogramme. Chez un enfant de 1 an, le besoin est à peu près de l'ordre de 100 millilitres par kilogramme. Donc, toujours le besoin, il est plus important chez l'enfant. Donc, 100 millilitres par kilogramme par rapport aux 30 millilitres par kilogramme chez l'adulte. Alors, en pratique, l'apport en eau n'est pas que exogène. Donc, il y a une certaine quantité d'eau qui est produite de façon endogène à l'intérieur de l'organisme dans les réactions de métabolisme
habituelles, physiologiques, donc par exemple au cours des réactions de déshydratation, au cours des réactions d'oxydation au niveau mitochondrial. Donc, il y a une quantité d'eau qui est produite quotidiennement, donc elle est estimée à peu près 300 millilitres d'eau en 24 heures. Alors, concernant les besoins en sels minéraux, donc les besoins surtout en sodium et en chlorure sont de l'ordre de 4 à 6 grammes par 24 heures. Les besoins en potassium sont de l'ordre de 3 à 4 grammes par 24 heures. Alors, en pratique, l'alimentation normale apporte suffisamment de sels minéraux et on n'a pas besoin de saler nos aliments. Il y a certains aliments qui sont très pauvres, naturellement très pauvres en sodium et en chlorure. C'est le cas par exemple du riz. Et ces aliments-là seront intéressants lors par exemple d'un régime désodé ou hyposodé, par exemple chez les sujets hypertendus ou chez les sujets cardiopathes. Donc, on a vu la teneur naturelle en eau et en sels minéraux. On a vu le besoin en eau et en sels minéraux. Maintenant, on va voir les voies d'élimination de l'eau et des sels minéraux. Donc, il y a 3 voies d'élimination. La voie la plus importante est la voie régulée, la seule voie régulée est la voie urinaire. C'est la voie la plus importante d'élimination d'eau et des sels minéraux. Donc, accessoirement, nous avons aussi une élimination au niveau digestif, une élimination au niveau pulmonaire et cutané. On va voir brièvement ces 2 types d'élimination, puis on va détailler l'élimination la plus importante, celle de la voie urinaire. Donc, d'abord, l'élimination digestive. Donc, l'élimination digestive d'eau, elle est très faible, de l'ordre de 100 jusqu'à 200 millilitres par jour, et ceci malgré donc, la quantité d'eau déversée quotidiennement au niveau de l'intestin. Cette faible quantité éliminée au niveau digestif est le résultat de la réabsorption intestinale qui est très importante. Donc, une autre voie d'élimination, c'est la voie pulmonaire et la voie cutanée, ce qu'on appelle la perspiration pulmonaire et cutanée. Donc, la perspiration pulmonaire, elle représente la saturation en eau de l'air expiré et elle dépend de la ventilation pulmonaire. La perspiration cutanée correspond à l'évaporation de l'eau au niveau cutané, donc indépendamment de la sueur. Ces 2 voies sont des voies spontanées qui ne sont pas régulées, donc elles ne dépendent pas elles ne sont pas régulées d'une manière par voie hormonale. Alors, il faut noter que cette élimination pulmonaire et cutanée peut être exacerbée par des conditions pathologiques, comme par exemple la fièvre ou la sudation, l'hypersudation. Et donc, il faut tenir compte de ces conditions au cours, par exemple, de la réanimation. Donc, maintenant, on va voir la voie la plus importante d'élimination d'eau et des sels minéraux, et qui est représentée par la voie urinaire. Donc, la voie urinaire représente la voie la plus importante d'élimination d'eau. D'abord, l'eau est filtrée au niveau glomérulaire. Par la suite, il subit une réabsorption au niveau au niveau tubulaire. Il s'agit d'une réabsorption passive. Une réabsorption passive, c'est-à-dire elle ne nécessite ni transporteur ni consommation de l'énergie. Donc, elle est libre. Et elle est généralement liée à la réabsorption saline. Donc, l'eau suit généralement les mouvements des sels. Alors, au niveau du tube distal et au niveau du tube collecteur, la réabsorption d'eau est plutôt active. Donc elle fait appel à des transporteurs
et elle consomme de l'énergie. Il y a les surrégulations hormonales strictes, notamment par l'hormone antidiurétique. L'ADH, qu'on appelle aussi l'ADH ou la vasopressine. On va revenir sur la régulation hormonale de l'élimination de l'eau. Concernant maintenant les sels minéraux, le sodium, donc toujours l'élimination urinaire. Alors d'abord, le sodium, il est filtré entièrement au niveau glomérulaire. Donc tous les électrolytes sont filtrés entièrement au niveau glomérulaire. Par la suite, le sodium, il va subir au niveau du tube proximal une réabsorption obligatoire, donc concerne à peu près 80 à 85%. La réabsorption du sodium entraîne aussi la réabsorption passive du chlorure. Donc, il s'agit toujours d'une réabsorption passive, donc ni transporteur, ni consommation de l'énergie. Du fait de cette réabsorption de sodium, de l'eau et des chlorures, donc à l'entrée de l'once d'eau en lait, on va se retrouver avec une urine isotonique. Alors, par la suite, le long de la branche descendante de l'once d'eau en lait, il y a une concentration progressive des urines. Et puis, au niveau de la branche ascendante, nous aurons plutôt une dilution progressive de l'urine, donc de sorte qu'à la sortie de l'once d'eau en lait, l'urine formée est une urine hypotonique. Alors, l'ajustement final de l'osmolarité urinaire s'effectue au niveau du tube collecteur et du tube contourné distal. Donc, à peu près 10% de sodium sont réabsorbés en échange avec le H+, avec les protons et le potassium. Et cette réabsorption, elle est sous l'influence de l'aldostérone. Donc, l'ajustement final s'effectue au niveau du tube collecteur et va aboutir à une urine hyper ou bien hypotonique selon les cas. Donc, ça dépend de l'alimentation. Puisque la natriurie, l'élimination de sodium au niveau urinaire, reflète la consommation de sel par jour. Maintenant, l'élimination du potassium. Donc, le potassium il peut être éliminé par voie digestive et parfois par voie urinaire. Donc, l'élimination la plus importante concerne bien sûr la voie urinaire. À peu près 5% jusqu'à 10% sont éliminés au niveau digestif. Maintenant, on va voir le mode d'expression des électrolytes. Donc, quelles sont les unités utilisées pour exprimer les concentrations des électrolytes. Alors, généralement, on utilise 3 unités. Le millimol, le milliéquivalent et le milliosmol. On va voir la différence entre ces 3 unités. Alors, le millimol, vous connaissez tous le millimol, c'est le rapport de la quantité ou du poids en milligrammes sur la masse moléculaire, sur le poids moléculaire. Donc, le milli-équivalent, c'est quoi? Donc, tout simplement, le milli-équivalent, c'est le millimol fois la valence de l'électrolyte. Donc, le milli-équivalent est une unité qui ne s'utilise que pour exprimer des concentrations en électrolytes, en ions, que ce soit cation ou bien anion. Donc, la valence, c'est quoi? La valence, c'est la charge. Par exemple, le sodium, Na+, il a une valence égale à plus 1. Le potassium, plus 1. Le chlorure, sa valence est égale à 1. Le calcium, par exemple, Ca2+, et le magnésium ont une valence qui est égale à 2. Et donc, dans le cas des ions monovalents, le milli-équivalent est identique au millimol. Puisque le milli-équivalent est égal au millimol fois la valence. Dans le cas, par exemple, de calcium ou de magnésium,
le milli-équivalent est le double de la concentration en millimoles. Donc, la troisième unité, qui est l'unité la plus utilisée pour exprimer la concentration au niveau urinaire ou au niveau sanguin, est représentée par le milliosmol. Donc, ce qui va déterminer l'osmolarité ou bien l'osmolalité. Alors, nous avons deux définitions de l'osmolalité et de l'osmolarité. Donc, la première définition, une osmole, c'est quoi? C'est la pression osmotique exercée par une molécule à travers une membrane semi-perméable. C'est la première définition de l'osmolarité. Elle est exprimée soit par litre, et dans ce cas, on définit l'osmolarité, soit par kilogramme, et dans ce cas, on va définir l'osmolalité. Donc, c'est la différence entre osmolarité et osmolalité. Donc, la première définition, c'était par rapport à la pression osmotique exercée sur une membrane semi-perméable, par exemple la membrane vasculaire ou la membrane cellulaire. La deuxième définition, voilà, donc la deuxième définition, l'osmolalité, elle correspond donc l'osmolalité, elle correspond à la concentration en néon qui permet donc d'abaisser le point de congélation du plasma de 1,86 degrés. Donc 1 milliosmol est la quantité ou la masse d'électrolytes de substances osmotiquement actives qui sont capables d'abaisser le point de congélation du plasma de 1,86 degrés Celsius. Donc, les deux définitions de l'osmolarité et de l'osmolalité. Après, la différence, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'expression. Si c'est par litre, c'est l'osmolarité. Si c'est par kilogramme, c'est l'osmolalité. Maintenant, on va passer à la répartition d'eau et de sel dans l'organisme. On va voir les différents compartiments hydriques qui constituent l'organisme. Alors, donc nous avons au total deux compartiments, deux grands compartiments. Le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire. Le compartiment intracellulaire, ça représente l'intérieur des cellules, intracellulaire. Le compartiment extracellulaire correspond au milieu plasmatique, qui est le milieu vasculaire ou intravasculaire, et le milieu interstitiel. Donc d'abord, on va voir le compartiment intracellulaire et sa composition. Donc le compartiment intracellulaire représente à peu près 2/3 de l'eau totale. Donc l'eau totale de l'organisme est répartie entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc 2/3 se trouvent au niveau du milieu intracellulaire. Bien sûr, l'osmolarité du milieu intracellulaire est identique à l'osmolarité du milieu extracellulaire. La différence, c'est la composition. La différence, c'est la nature des électrolytes, des substances osmotiquement actives qu'on trouve au niveau intracellulaire et au niveau extracellulaire. Donc, on va voir la différence entre ces deux milieux. Donc, d'abord, concernant les cations, alors en milieu intracellulaire, le cation le plus important est représenté par le potassium, que ce soit le potassium libre ou le potassium lié aux protéines. Alors, il joue un rôle très important, surtout dans la transmission de l'influx nerveux, dans la contraction musculaire aussi. Le deuxième cation, c'est le magnésium. Donc, il joue presque les mêmes rôles, donc toujours dans la transmission de l'influx nerveux, dans la contraction musculaire, mais il a un rôle particulier de cofacteur de plusieurs enzymes, notamment les kinases, les phosphatases, les phosphorylases. Donc, tous ces enzymes-là utilisent le magnésium comme cofacteur. Ça, c'était concernant les cations intracellulaires.
Donc maintenant, les anions intracellulaires, donc on va trouver majoritairement du phosphate et des protéinates. Les protéinates sont tout simplement les protéines. Les protéines en milieu physiologique. Les protéines en milieu physiologique prennent une charge négative et donc on les place dans la colonne des anions. Donc voilà, je vous ai mis dans ce schéma les différents compartiments de l'organisme. Le compartiment le plus important, c'est le compartiment intracellulaire qui représente 2/3 de l'eau totale. Et le compartiment extracellulaire représente 1/3 de l'eau totale et il est divisé en 2 sous-compartiments. Le compartiment vasculaire, donc seulement 5% de l'eau totale, se trouve au niveau du plasma. Et 15% à peu près sont représentés par le secteur interstitiel. Voilà, donc maintenant on va passer au compartiment extracellulaire. Donc, le compartiment extracellulaire représente 1/3 de l'eau totale et il est réparti en 2 secteurs, en 2 sous-compartiments, le compartiment interstitiel et le compartiment vasculaire ou plasmatique. Donc, on va voir maintenant la composition de chacun de ces compartiments. D'abord, on va commencer par le secteur plasmatique. On va voir les cations plasmatiques. Le principal cation plasmatique est bien sûr le sodium. Sa concentration est très importante, donc de l'ordre de 138 jusqu'à 145 millimoles par litre. Le rôle le plus important du sodium, c'est de maintenir une pression osmotique du plasma. Donc, il va retenir l'eau à l'intérieur du plasma. Il joue un rôle aussi dans l'équilibre acido-basique puisque le sodium, c'est un élément alcalin. Le deuxième cation est représenté par le potassium, mais sa concentration est trop faible par rapport à celle du sodium, donc elle est de l'ordre de 4,5 jusqu'à 5 millimoles par litre. Bien sûr, la concentration de potassium ne doit pas excéder ce seuil de 5 millimoles par litre, sinon ça engage le pronostic vital des sujets. Le cation suivant, c'est le calcium. Donc, concentration aussi faible par rapport à celle du sodium. Donc, elle est de l'ordre de 2,3 jusqu'à 2,5 millimoles par litre, bien sûr strictement contrôlée. La concentration est strictement régulée par des systèmes hormonaux, par la PTH et par la vitamine D. Alors ici, donc c'est à peu près 2,5 millimoles par litre qui correspond à peu près 5 milli-équivalents par litre. Donc vous voyez, le milli-équivalent, c'est le double du millimole dans le cas des ions divalents. Voilà. Donc le calcium, donc ça représente la concentration totale de calcium total, puisque le calcium au niveau plasmatique se trouve sous 2 formes. Une forme ionisée libre qui est responsable de l'activité biologique, et une forme liée aux protéines. Donc, on va voir ça dans le cours du métabolisme phosphocalcique. Donc, l'anion suivant est représenté par le magnésium. Donc, le magnésium aussi, c'est un élément intracellulaire, mais on va trouver une concentration au niveau plasmatique qui est égale à près 1 jusqu'à 1,2 millimoles par litre. Donc à peu près 2 jusqu'à 2,4 milli-équivalents par litre. Alors, les anions maintenant, les anions plasmatiques, l'anion principal est le chlorure. Le chlorure, pourquoi c'est l'anion principal? Puisque ces mouvements suivent ceux du sodium. Donc, le métabolisme du chlorure est étroitement lié à celui du sodium. Voilà.
On va trouver une concentration de l'ordre de 98 jusqu'à 103 millimoles par litre. Donc, la chlorémie, généralement, reflète la consommation de sel par jour. L'anion suivant est le bicarbonate ou réserve alcaline. Le bicarbonate, c'est un élément monovalent, HCO3-. Donc, sa concentration normale, elle est de l'ordre de 26 jusqu'à 28 millimoles par litre. L'anion suivant est représenté par les protéinates. Donc, les protéinates représentent à peu près 1 millimole par litre. Pourquoi la concentration molaire est très faible alors que les protéines, normalement, leur quantité est très importante au niveau du plasma. Donc, elle représente à peu près 70 grammes par litre. Alors, cette faible concentration est expliquée par le poids moléculaire très élevé des protéines. Donc, si on transforme la quantité massique en concentration molaire, c'est la masse sur le poids moléculaire. Puisque le poids moléculaire est très élevé, donc la concentration molaire se trouve très basse. Mais malgré cette concentration très faible, les protéines jouent un rôle très important dans le maintien de la pression, même pas osmotique, mais plutôt oncotique, puisque les protéines sont absentes au niveau du milieu interstitiel, et donc ils jouent un rôle très important dans le maintien de l'équilibre hydrominéral entre le milieu vasculaire et le milieu interstitiel. Donc, à côté de ces anions plasmatiques, donc chlorure le plus important, suivi par les bicarbonates et les protéinates. Donc, à côté de ces anions, on va trouver de faibles concentrations d'autres anions, comme par exemple les acides organiques. Les acides organiques sont produits dans le métabolisme quotidien, par exemple le pyruvate et le lactate qui proviennent du métabolisme glucidique. Le pyruvate, c'est le produit final de la glycolyse du glucose. Le lactate provient de la fermentation du pyruvate. Nous avons aussi d'autres acides organiques, toujours en très faible concentration, par exemple l'oxaloacétate et l'alpha-cétoglutarate. Alors, ces deux acides sont à la fois des intermédiaires du cycle de Krebs, mais aussi des intermédiaires du métabolisme des acides aminés. Donc, les autres anions, donc toujours en très faible concentration, les phosphates et les sulfates. Donc, leur concentration, généralement, n'excède pas les 3 milli-équivalents par litre. Maintenant, le secteur interstitiel. Alors, le secteur interstitiel peut être décrit par un ultrafiltrat du plasma. Donc, il contient la même concentration, la même composition que celle du plasma, à l'exception des protéines, parce que les protéines sont de grande taille, donc ne peuvent pas franchir la barrière vasculaire. Donc maintenant, on va passer à la régulation des volumes des compartiments hydriques de l'organisme. Alors, la régulation de l'hydratation, on va dire, des compartiments hydriques de l'organisme dépend de deux règles très importantes. D'abord, les compartiments sont isotoniques. Qu'est-ce que ça veut dire isotonique? C'est-à-dire leur rapport eau sur électrolyte est toujours constant. Donc, les compartiments sont isotoniques et les compartiments possèdent une neutralité électrique, c'est-à-dire toujours autant de charges positives que de charges négatives. Donc, le seul organe qui subit une régulation et qui participe à la régulation des mouvements hydroélectrolytiques est le rein, qui est bien contrôlé par des systèmes hormonaux qu'on va voir tout de suite.
Donc, on va commencer par les mouvements d'eau.
Alors, avant de voir les mécanismes de régulation proprement dit, on va voir d'abord les règles qui régissent les mouvements d'eau et des électrolytes. D'abord, l'eau n'est pas soumise à un transport actif. Donc, elle passe librement à travers les différents compartiments. Et ce mouvement-là dépend de la loi de l'osmose, c'est-à-dire l'eau, elle se déplace toujours du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Concernant les électrolytes se déplacent selon deux mécanismes, soit par une diffusion passive, soit par un transport membranaire actif. Donc, la différence entre les deux, c'est que la diffusion passive, elle ne nécessite ni transporteur, ni consommation d'énergie, contrairement au transport membranaire actif. Alors, d'abord, la diffusion passive, elle obéit à l'équilibre de Dolan. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, lorsque deux solutions différentes sont séparées par une membrane semi-perméable, donc différentes de point de vue concentration. Donc, les ions vont diffuser à travers la membrane jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Et concernant le transport actif, donc c'est un transport contre le gradient de concentration. Donc, du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, c'est pour ça qu'il nécessite un transporteur et une consommation d'énergie. L'exemple type, c'est le transport du sodium à travers la membrane par la pompe sodium-potassium ATPase. Donc, cette pompe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rejeter le sodium hors de la cellule vers le milieu extracellulaire en échange avec du potassium et des protons. Donc, le milieu intracellulaire est moins concentré en sodium, donc quel que soit le cas, et donc ce transport est contre le gradient de concentration. Donc, il nécessite de l'énergie. Donc, maintenant, on va voir la régulation des échanges. Donc, quelles sont les hormones et quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans la régulation de l'état d'hydratation des différents compartiments. Donc, le premier mécanisme, c'est l'hormone antidiurétique. Alors, l'hormone antidiurétique, qu'on appelle aussi vasopressine ou ADH, donc il s'agit d'une hormone qui est impliquée dans la régulation de l'élimination d'eau. Donc, c'est une hormone qui est sécrétée par les noyaux hypothalamiques et stockée au niveau post-hypophysaire. Alors, l'hormone antidiurétique contrôle la réabsorption d'eau au niveau du tube contourné, distal et au niveau du tube collecteur. Donc, on va assurer une élimination d'eau plus ou moins adéquate en fonction des besoins de l'organisme. En cas de dérèglement de la vasopressine, donc cette situation se traduit par ce qu'on appelle un diabète insipide. Donc, le deuxième mécanisme est représenté par la soif. Donc, contrairement à l'hormone antidiurétique qui est impliquée dans la régulation de l'élimination d'eau, la soif, elle, est impliquée plutôt dans la régulation, le contrôle de l'ingestion de l'eau. Donc, quels sont les éléments qui sont impliqués dans la régulation de la soif? Donc, il s'agit d'afférence osmoréceptrice et baroréceptrice au niveau de la aorte et au niveau de la carotide. Donc, maintenant, on va voir la régulation de l'excrétion rénale de sodium. Donc, la régulation de l'excrétion rénale de sodium dépend essentiellement de la filtration et de la réabsorption de sodium au niveau des néphrons, qui dépendent bien sûr du flux sanguin au niveau rénal et de la pression artérielle. Donc, ces deux éléments sont impliqués dans la mise en place ou la mise en jeu du système rénine-angiotensine-aldostérone. On va voir le fonctionnement de ce système rénine-angiotensine-aldostérone.
aldostérone. Donc d'abord, l'aldostérone, c'est quoi? L'aldostérone, c'est une hormone minéralocorticoïde qui est excrétée par la zone glomérulée du cortex surrénal. Donc l'angiotensine provient de la protéolyse d'une protéine qu'on appelle l'angiotensinogène. Et cette protéolyse est exercée par une enzyme qu'on appelle la rénine, qui est sécrétée au niveau rénal, au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. Donc l'aldostérone contrôle la réabsorption au niveau du tube distal, alors que l'angiotensine contrôle la réabsorption au niveau proximal. Alors, quels sont les éléments qui stimulent ce système rénine-angiotensine? Donc, par exemple, l'hypovolémie ou la pression, la baisse de la pression au niveau de l'artériole afférente, l'élévation de sodium au niveau tubulaire ou par exemple l'orthostatisme. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui stimulent la sécrétion de la rénine et donc la mise en place du système rénine-angiotensine-aldostérone. Les inhibiteurs sont donc le contraire, l'expansion du volume extracellulaire, le contraire de l'hypovolémie. Donc, l'expansion du volume extracellulaire va plutôt inhiber le système rénine-angiotensine. Donc, à côté de ces éléments régulateurs des mouvements d'eau et des électrolytes, donc l'ADH, la soif et le système rénine-angiotensine-aldostérone, nous avons accessoirement d'autres hormones qui sont impliquées dans la régulation des mouvements d'eau. Donc, les plus importants sont les facteurs natriurétiques. Comme leur nom l'indique, les facteurs natriurétiques sont des hormones qui sont impliquées dans la régulation ou dans la stimulation de l'élimination urinaire du sodium. Donc, sont sécrétés par l'oreillette droite. Comment elle stimule cette sécrétion de sodium au niveau urinaire? C'est en inhibant la réabsorption du sodium au niveau du tube collecteur. Deuxième hormone impliquée dans la régulation des mouvements d'eau et des électrolytes, les hormones thyroïdiennes. Comment les hormones thyroïdiennes sont impliquées dans l'équilibre hydrominéral? Donc, naturellement, ces hormones augmentent l'élimination d'eau, que ce soit urinaire ou bien cutanée, en stimulant la filtration au niveau glomérulaire et en diminuant la réabsorption tubulaire. En cas, par exemple, d'hypothyroïdie, certains cas extrêmes d'hypothyroïdie s'accompagnent de ce qu'on appelle des myxodèmes, apparition d'œdème dans le milieu interstitiel. C'est dû à quoi? C'est dû à la baisse des hormones thyroïdiennes. Donc, les autres hormones qui sont impliquées, donc nous avons les catécholamines. Les catécholamines donc, augmentent la pression artérielle et donc augmentent la filtration au niveau glomérulaire et donc stimulent la diurèse. Donc, augmente l'élimination d'eau au niveau rénal. Donc, maintenant, les stéroïdes. Les stéroïdes, donc, que ce soit les corticostéroïdes, mais aussi les oestrogènes. Alors, les deux ont un effet de retention d'eau. Donc, le cortisol exerce un effet de retention d'eau hydrosodée. Et donc, par exemple, chez les patients traités par corticothérapie à long terme, on doit prescrire un régime hyposodé ou carrément désodé. Donc, les oestrogènes aussi ont un effet de retention hydrosodée, surtout dans la deuxième phase du cycle, au cours de la phase lutéale. Et surtout, s'il y a un déficit progestéronique, ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel.
Alors, maintenant, on va voir l'exploration de l'équilibre hydrominéral proprement dit. Donc, quels sont les tests qui permettent d'explorer l'équilibre hydrominéral? Donc, le premier test est représenté par la mesure des volumes hydriques. La mesure des volumes hydriques, c'est-à-dire on va mesurer le volume hydrique des différents compartiments. Par quel moyen? Alors, donc on va utiliser la propriété de semi-perméabilité et semi-perméabilité des différents capillaires. Donc, on va administrer des substances qui sont retenues par certains compartiments et qui franchissent d'autres compartiments. Donc, en fonction de l'affinité de ces substances vis-à-vis des compartiments, donc on peut déterminer le volume hydrique de chaque compartiment. On va voir quelques exemples. Alors, pour mesurer l'eau totale, par exemple, pour mesurer l'eau totale, on doit utiliser des substances qui franchissent les trois compartiments. Le compartiment vasculaire pour arriver au niveau du milieu interstitiel et les membranes cellulaires pour arriver au milieu intracellulaire. Alors, parmi les substances utilisées pour déterminer l'eau totale, donc nous avons classiquement l'urée ou bien l'eau lourde ou l'eau super lourde. H2O. Donc, l'eau lourde, il s'agit d'une eau ordinaire, donc, sauf que l'hydrogène est représenté par l'hydrogène H2 qui possède 2 électrons. L'eau térifiée ou l'eau super lourde, c'est de l'eau constituée d'hydrogène avec 3 électrons de l'hydrogène lourd. Donc, ces éléments-là sont capables de franchir les 3 secteurs et donc permettent de mesurer l'eau totale de l'organisme. Généralement, ces méthodes sont lourdes à appliquer, donc on préfère, pour mesurer l'eau totale, d'apprécier donc d'une manière approximative l'eau totale par une simple pesée. On va mesurer le poids corporel total, et puis on sait que chez un sujet normal, le taux d'eau totale est compris entre 60 et 65%. On va mesurer d'une manière approximative l'eau totale. Donc maintenant, on va voir comment mesurer le secteur extracellulaire. Alors, pour mesurer le secteur extracellulaire, donc on va s'adresser à des substances qui franchissent la barrière vasculaire, mais pas la membrane cellulaire. Donc, on va mesurer l'eau extravasculaire, c'est-à-dire plasmatique et interstitielle. Donc, parmi les substances qu'on peut utiliser, la thiosanate de sodium, l'inuline. Donc, l'inuline et le magnétol sont les plus utilisés. On peut utiliser aussi le sodium radioactif. Alors, si je connais l'eau totale et l'eau extracellulaire, donc je peux déduire l'eau ou le volume intracellulaire par une simple soustraction. Parce que l'eau totale égale l'eau extracellulaire plus l'eau intracellulaire. Alors, cliniquement, l'hydratation du compartiment extracellulaire peut s'apprécier par la mesure de la pression artérielle, mais aussi par le pli cutané. Donc, ça peut orienter sur l'état d'hydratation du secteur extracellulaire. Maintenant, comment mesurer l'eau plasmatique? Donc, pour mesurer l'eau plasmatique, on doit s'adresser à des substances qui sont retenues au niveau vasculaire, donc qui ne peuvent pas franchir la barrière vasculaire pour passer au niveau interstitiel. Donc, généralement, on utilise des colorants, par exemple le bleu des vents ou le rouge de Congo. Mais ces méthodes, bien sûr, sont lourdes à appliquer, donc on peut avoir une mesure approximative de l'eau plasmatique en utilisant, par exemple, l'hématocrite ou bien le nombre de globules rouges
ou tout simplement le taux de protéines. Donc, tous ces éléments permettent donc d'apprécier approximativement l'eau plasmatique. Alors, l'hématocrit, c'est le moyen le plus utilisé pour apprécier l'eau plasmatique. Donc, il correspond au rapport entre le volume globulaire, donc le volume de globules rouges, sur le sang total. Alors, si je connais le secteur, le volume du secteur extracellulaire et le volume du secteur plasmatique, donc je peux déduire le volume interstitiel par simple soustraction. Donc ça, c'était donc le premier test à utiliser pour explorer l'équilibre hydrominéral. Donc le deuxième test, c'est la clairance d'eau libre. Alors, par définition, la clairance d'eau libre, c'est quoi? Donc, elle est définie par la quantité d'eau qu'il faut ajouter ou soustraire d'une urine pour avoir une osmolalité égale à celle du plasma. Alors, on peut la calculer par la différence entre le débit urinaire et la clairance osmolaire. Donc, la clairance d'eau libre est égale à la différence entre le débit urinaire et la clairance osmolaire. Alors, le débit urinaire, c'est simple. Comment calculer la clairance osmolaire? Donc, la clairance osmolaire est calculée par la formule suivante. C'est la concentration osmolaire de l'urine fois le débit urinaire sur la concentration osmolaire du plasma. Donc, si je remplace la concentration osmolaire dans la formule de la clairance d'eau libre, donc clairance d'eau libre, je répète, c'est le débit moins la clairance osmolaire. Donc, je fais des remplacements. Donc, je trouve que la clairance d'eau libre égale au débit urinaire en millilitres par minute fois 1 moins la concentration osmolaire de l'urine sur la concentration osmolaire du plasma. Et donc, si vous avez remarqué, la clairance d'eau libre, elle peut être soit négative, soit positive. Quand est-ce qu'elle est négative, quand est-ce qu'elle est positive? Alors, elle est négative dans le cas où l'urine est très concentrée. Si l'urine est très concentrée par rapport au plasma, donc la concentration osmolaire de l'urine est supérieure à la concentration osmolaire du plasma, donc ce rapport devient supérieur à 1 et donc ça devient négatif. Donc la clairance devient négative. Alors dans le cas contraire, lorsque les urines sont diluées par rapport au plasma, dans ce cas, la clairance d'eau libre est positive. Donc maintenant, on va passer au test suivant, donc la mesure des électrolytes. Alors, la mesure des électrolytes, on peut mesurer individuellement les différents électrolytes et on peut aussi apprécier l'osmolarité ou l'osmolarité totale, que ce soit plasmatique ou urinaire. Alors, nous avons deux méthodes pour apprécier l'osmolarité ou l'osmolarité. Alors, pour rappel, l'osmolarité, elle est exprimée par litre et l'osmolarité est exprimée par kilogramme. Alors, les deux sont définis par l'ensemble des substances osmotiquement actives contenues dans le milieu, donc au niveau du plasma ou au niveau des urines. Alors, on peut mesurer l'osmolarité par mesure directe, donc en mesurant l'abaissement du point de congélation, ce qu'on appelle la cryoscopie. Donc, une osmolarité normale est de l'ordre de 300 milliosmoles par litre. Donc, ça, c'était la méthode directe par mesure.
Donc, nous avons une autre méthode calculée, donc une méthode approximative par un simple calcul. Et dans ce cas, donc, on va appliquer ces deux formules pour le calcul de l'osmolarité au niveau plasmatique et au niveau urinaire. D'abord, l'osmolarité plasmatique, elle est égale à la concentration de sodium plus la concentration de potassium en millimoles toujours, fois 2, plus la concentration de l'urée en millimoles, plus la concentration de glucose en millimoles. Donc, ces quatre éléments représentent les substances les plus osmotiquement actives du plasma. Au niveau urinaire, donc nous avons la même formule, sauf la seule différence, c'est au niveau du glucose, puisque normalement, une urine normale ne contient pas de glucose. Et donc, pour calculer l'osmolarité urinaire, j'applique cette équation, le sodium plus le potassium fois 2, plus la concentration de l'urée, donc toujours en millimoles par litre. Alors, l'osmolarité approchée donc, est de l'ordre de 297 milliosmoles par litre. Donc maintenant, on va passer aux mesures, au dosage des électrolytes individuellement. Donc, le dosage des électrolytes peut être effectué soit au niveau sanguin ou au niveau urinaire, donc ce qu'on appelle l'ionogramme sanguin. Donc, un ionogramme sanguin contient donc habituellement le dosage du sodium, le dosage du potassium et le dosage des chlorures. Donc, parfois, on trouve aussi des ionogrammes avec le dosage de la glycémie, avec le dosage de bicarbonate, de la calcémie, selon les cas. Mais un ionogramme standard comprend le dosage du sodium, du potassium et des chlorures. Donc, la méthode la plus utilisée est une méthode par potentiométrie en utilisant un électrode sélectif. Et c'est une électrode sélective plutôt. Et c'est la même méthode qui est utilisée pour les trois paramètres, donc par le même appareil. Voilà, donc la valeur normale, c'est bon, on a vu ensemble la valeur normale du sodium, du potassium et des chlorures. Alors, une remarque très importante, c'est que l'ionogramme doit être effectué sur un sang total, bien sûr, un sang veineux ou sang artériel. Le seul anticoagulant, donc soit sérum, donc sans anticoagulant, soit avec un anticoagulant. Et dans ce cas, le seul anticoagulant permis est l'héparinate de lithium. On ne peut pas utiliser le citrate, on ne peut pas utiliser le DTA, puisque naturellement, ces anticoagulants apportent du potassium et donc ça va fausser le résultat de l'ionogramme. Aussi, donc, on ne doit pas utiliser des sérums hémolysés, puisque l'hémolyse va libérer le potassium intracellulaire contenu dans le globule rouge et donc ça va fausser le résultat. Bien sûr, on doit aussi utiliser on doit éviter d'utiliser un garrot trop serré. Voilà, donc les bicarbonates aussi sont dosés par gazométrie, par potentiométrie, mais aussi par des méthodes enzymatiques et colorimétriques. Donc la valeur normale, vous la connaissez, c'est de 22 jusqu'à 28 millimoles par litre. Les protéines sont dosées par méthode colorimétrique, donc la méthode habituelle, ce qu'on appelle la méthode de Bioré. Leur concentration est de l'ordre de 65 jusqu'à 75 grammes par litre. Donc, généralement, pour les protéines, on utilise la quantité massique en grammes par litre. Donc, à côté de ces éléments, on doit définir le trou anionique. Alors, le trou anionique, c'est quoi? Donc, par définition, il correspond à l'ensemble des anions qui ne sont pas habituellement dosés. Alors, il s'agit d'acides organiques, de phosphate et de sulfate. Donc, le trou anionique, donc, il est calculable par la formule suivante, cation, l'ensemble des cations, sodium et potassium, moins l'ensemble des cations, des anions plutôt, habituellement dosables, qui sont les chlorures,
bicarbonate et protéinate. Donc, un trou anionique normal ne doit pas dépasser généralement les 5 à 10 milliéquivalents par litre. Donc, si c'est inférieur à 5 milliéquivalents par litre, c'est un trou anionique normal. Si c'est supérieur à 15 milliéquivalents par litre, ça oriente vers une acidose lactique par élevation de lactate. Si c'est compris entre 10 et 15 milliéquivalents par litre, généralement, ça oriente vers une insuffisance rénale, par exemple, par augmentation de taux de phosphate et de sulfate, ou vers une acidose métabolique par élevation des corps cétoniques. Voilà. Donc, à côté de ces mesures des électrolytes, donc on peut aussi doser l'urée, la créa, qui sont des marqueurs de la fonction rénale, et l'hématocrite qui renseigne sur l'état d'hydratation du secteur intracellulaire. Donc, un hématocrite élevé, donc la valeur moyenne est de l'ordre de 50% chez l'homme et 45% chez la femme. Donc, si je trouve un hématocrite élevé, ça oriente vers une hémoconcentration. Si je trouve un hématocrite bas, donc ça oriente vers une hémodilution. Bien sûr, en dehors des anémies. Alors, au niveau urinaire, donc on peut doser les mêmes électrolytes, donc on peut doser l'urée. Alors, au niveau urinaire, bien sûr, le dosage doit être effectué sur des urines de 24 heures. Donc, on ne peut pas réaliser le dosage des électrolytes sur des spots urinaires puisque ça ne reflète pas les apports journaliers. Alors, l'urée urinaire dépend, donc elle renseigne sur le pouvoir de concentration des reins et sa concentration dépend bien sûr de l'alimentation, particulièrement de la ration protéique. Plus la ration protéique est élevée et plus le taux d'urée urinaire est important. La même chose concernant la natriurie. Donc, la natriurie doit être effectuée sur des urines de 24 heures et elle renseigne sur la quantité de sel ingéré par 24 heures. Alors, la même chose pour la kaliurie. Elle renseigne sur la quantité de potassium ingéré. Alors, par exemple, en cas de kaliémie basse, donc, concernant l'interprétation de la kaliurie, donc devant une kaliémie basse, si je trouve une kaliurie, donc un taux de potassium urinaire élevé, donc ça oriente vers une origine rénale, c'est-à-dire il y a une fuite rénale de potassium qui est à l'origine de cette kaliémie basse. Par contre, si j'ai une kaliémie basse avec un taux de potassium urinaire bas, donc kaliurie basse, donc ici, la réponse, elle est appropriée. Donc suite, donc cette kaliémie basse peut être due à une déperdition, par exemple, digestive. Alors, si devant une kaliémie élevée, si je trouve un taux urinaire élevé de potassium, donc ça, c'est une réponse appropriée du rein.
Par contre, si j'ai une kaliémie élevée avec une kaliurie basse, donc ça monte vers une origine rénale, donc par exemple par insuffisance rénale. Donc maintenant, on va voir les pathologies de l'équilibre ou les perturbations de l'équilibre hydrominéral. Donc nous avons deux grands syndromes de perturbation d'équilibre hydrominéral. Donc, nous avons d'abord l'hyperhydratation extracellulaire, ce qu'on appelle aussi les ODEM, et nous avons les syndromes de déshydratation. Donc, on commence d'abord par les hyperhydratations extracellulaires ou les ODEM. Alors, les ODEM donc, sont définis par une infiltration d'eau au niveau subcutané, parfois aussi au niveau des séreuses, à l'origine donc le liquide d'épanchement, ou parfois même au niveau des organes. Donc, elles sont la conséquence de quoi? Donc, elles sont la conséquence d'un bilan sodé positif, donc une retention hydrosodée, généralement. Donc, parfois, ils peuvent être aussi dus à une baisse de taux de protéines. Donc, toutes les causes qui conduisent à une baisse du taux de protéines, donc à une baisse de la pression oncotique, sont à l'origine d'un syndrome d'hyperhydratation extracellulaire. Donc, on va voir les mécanismes tout de suite. Alors, sur le plan clinique, le premier signe, c'est une prise de poids rapide. Donc, cliniquement, la symptomatologie, c'est une prise de poids rapide. Et sur le plan biologique, on trouve c'est généralement une natriurie basse qui témoigne donc d'une retention hydrosodée. Une natriurie basse, bien sûr, en dessous des rapports de l'apport plutôt en sel quotidiennement. Alors, maintenant, on va voir les mécanismes physiopathologiques de cette retention ou de ces syndromes d'hyperhydratation extracellulaire. Alors, d'abord, la retention d'eau, la retention de sel. Donc, la retention de sel conduit à une augmentation de la pression osmotique. C'est le premier mécanisme. Deuxième mécanisme, c'est la diminution de la pression oncotique. Donc, un déséquilibre entre la pression osmotique et la pression oncotique conduit donc à un mouvement d'eau du secteur vasculaire vers le secteur interstitiel et donc apparition des odèmes. Donc, bien sûr, parfois, on peut trouver les deux en même temps, les deux mécanismes en même temps. Alors, les étiologies, donc d'abord la retention hydrosalée, donc s'observe surtout dans le cas d'une insuffisance cardiaque, quelle que soit l'origine. Deuxièmement, les mécanismes suivants sont en rapport avec la baisse de taux de protéines. Donc, la baisse de taux de protéines, soit par fuite rénale, le syndrome néphrotique, c'est l'exemple type. Syndrome néphrotique, donc c'est une augmentation, donc c'est une élimination excessive des protéines au niveau rénal. Donc, nous avons aussi les néphropathies et les glomérulonéphrites. Donc, ces deux mécanismes représentent l'origine rénale de la perte de protéines. Deuxième mécanisme donc, de baisse de protéines représenté par les cas d'insuffisance hépatique observés par exemple lors de cirrhose hépatique décompensée. Donc, qui conduisent à une baisse de la synthèse des protéines. Troisième mécanisme, c'est la dénutrition, donc un défaut d'apport de protéines qui conduit donc à une diminution de taux de protéines au niveau plasmatique, ce qu'on appelle le syndrome de Kwashiorkor. Deuxième syndrome, le syndrome de déshydratation. Donc, le premier, c'était l'hyperhydratation extracellulaire. Le deuxième est représenté par le syndrome de déshydratation.
Donc, les syndromes de déshydratation sont très fréquents, aussi bien chez les sujets adultes, les sujets âgés, mais surtout les nourrissons. Donc, les nourrissons sont les plus sensibles aux états de déshydratation, puisque chez les nourrissons, on trouve la teneur en eau la plus importante. Donc, elle représente à peu près 75 à 80% de leur poids corporel. Alors, l'état clinique peut orienter le diagnostic de la déshydratation. Alors, par exemple, une tension artérielle basse avec pli cutané oriente vers une déshydratation extracellulaire. Alors, par exemple, en cas de soif, de température élevée, de langue sèche et de troubles neuropsychiques, donc ça oriente vers une déshydratation intracellulaire. Donc, on distingue deux types de déshydratation, une déshydratation extracellulaire et une déshydratation intracellulaire. Généralement, la déshydratation commence au niveau extracellulaire, puis donc les complications intracellulaires suivent l'apparition donc, de ces troubles au niveau extracellulaire. Voilà. Donc, la déshydratation extracellulaire, donc, elle peut être soit pure ou isolée. Donc, ça ne concerne que le milieu, que le compartiment extracellulaire. Et dans ce cas, il s'agit d'une perte d'eau isotonique. Donc, une perte d'eau isotonique. Voilà, donc on va voir ça sur le schéma. Voilà, une déshydratation extracellulaire. Donc, une baisse du volume extracellulaire, mais c'est une baisse, ou plutôt une perte isotonique. Donc, toujours l'osmolarité au niveau extracellulaire est égale à l'osmolarité au niveau intracellulaire. Donc, l'eau ne peut pas passer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et donc, la déshydratation, elle est localisée au niveau extracellulaire. Le deuxième syndrome, c'est un syndrome donc, de déshydratation extracellulaire, mais qui est associé à une hyperhydratation intracellulaire. Ça s'observe quand est-ce? C'est quand dans le cas d'une déshydratation hypotonique. On va voir ça sur le schéma. Voilà. Donc, dans ce cas, c'est une perte hypertonique, donc une perte d'eau et de sel. Une perte d'eau et de sel conduit à une déshydratation hypotonique. Dans ce cas, le milieu extracellulaire devient hypotonique par rapport au milieu intracellulaire, ce qui conduit à un passage d'eau du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et dans ce cas, la déshydratation extracellulaire s'accompagne d'une hyperhydratation intracellulaire. Alors, le syndrome suivant, donc il s'agit d'une déshydratation intracellulaire. Elle est due à quoi? Donc, elle est due à un mouvement d'eau vers le milieu extracellulaire. Donc, une perte d'eau du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Et c'est dû à quoi généralement? C'est dû à une augmentation de la pression osmotique. Donc, une augmentation de la pression osmotique au niveau du milieu extracellulaire. Donc, le milieu extracellulaire devient hypertonique. Et donc, l'eau va passer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, conduisant donc à une déshydratation intracellulaire. Alors, ça s'observe dans des cas vraiment extrêmes. Par exemple, donc un apport très insuffisant en eau, par exemple, des sujets par exemple, perdus en zone désertique ou des sujets comateux, ou par exemple dans le cas d'un diabète insipide. Donc, il s'agit de cas très extrêmes de déshydratation. Alors, sur le plan biologique, on va trouver une hypernatrémie.
un hématocrite élevé et des protéines élevées. Donc, tous ces éléments-là orientent vers une déshydratation. Voilà, donc nous avons terminé. Merci de votre attention.